Bonjour. On a eu donc l'occasion de présenter l'action administrative par le premier chapitre, à savoir qui concerne l'acte unilatéral, et par ce biais, on est passé à la régulation de cet acte avant sa naissance même. On avait expliqué par la conception de la compétence et la notion de la compétence, à savoir que la loi et les règlements établissent d'abord la compétence de chaque fonction, liée à chaque fonction. Et ainsi, on a eu l'occasion de voir donc la compétence qui est liée à la fonction et non pas à la personne. La compétence, comment elle est déterminée par le temps et par l'espace. Et en dehors du temps prévu, il n'y a pas de compétence. En dehors de l'espace prévu, il n'y a pas de compétence. Et on avait aussi les exceptions attachées à la compétence, à savoir les dérogations comme la délégation de signature, la délégation du pouvoir. Et on avait vu la différence entre les deux. Puis on a eu l'occasion de voir l'incompétence, c'est-à-dire quand une personne n'est pas compétente de décider, ce qui annule l'acte comme s'il n'a jamais existé. Après, on passe à la forme et la procédure. Autrement dit, si les règlements et la loi prévoient la compétence liée à cette fonction, on n'agit pas n'importe comment, on agit dans un cadre établi par le droit. Et ce cadre-là, il concerne la forme et la procédure. Dans l'ensemble donc, de ces règles a comme finalité la première la création de garanties juridiques. C'est-à-dire que si on a entouré la compétence et l'acte administratif par un ensemble de règles, c'est pour garantir les droits des individus et empêcher l'arbitraire. On ne peut pas agir sans prendre en considération la forme et la procédure qu'on doit suivre pour chaque acte. Bien sûr, la compétence est importante, tellement importante que quand il y a défaut de compétence, c'est-à-dire quand il y a incompétence, l'acte, c'est comme il n'a jamais existé. Il n'est pas pris en considération. Dans la forme et la procédure, c'est comme leur nom l'indique, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est important. Et de ce fait, un acte qui a un vice de forme, on dit quand il y a un défaut dans la forme ou dans la procédure, on dit qu'il y a vice de forme ou vice de procédure. Et dans ce cas, pardon, on n'annule pas l'acte. Le juge demande à l'administration de revenir à la forme initiale ou à la procédure voulue et souhaitée par les textes. Et on appelle ça donc un vice qu'il faut réparer. En reformulant et en suivant la procédure établie, juste pour que l'acte soit dans ses verrouilles. Donc il n'empêche pas de produire ses effets, mais il faudra revenir à la base, revenir à la personne qui a formulé cet acte pour qu'elle répare la forme ou qu'elle rétablisse et elle suit la procédure voulue par les textes. Donc c'est toute la différence. Dans l'incompétence, l'acte comme s'il n'a jamais existé. Dans le vice de forme et le vice de procédure, c'est différent. Il y a juste qu'on demande à l'administration de revoir sa copie. Et donc, en principe, dans la forme, c'est la forme de la décision administrative ou de l'acte administratif. C'est comment il est écrit. Il doit être écrit. Il n'y a pas d'acte élaboré à partir d'une injonction verbale. Parce que l'injonction verbale ne peut pas être établie après. Et de ce fait, si moi je suis le responsable, je demande à quelqu'un de faire quelque chose. Si
l'acte que je demande est illégal, je peux toujours dire que je ne l'ai pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit ou que la personne l'a mal entendu, le subordonné l'a mal entendu, il n'a rien compris. Donc ça n'établit pas la responsabilité, parce que ce qu'on avait dit, tout ça, c'est pour établir la responsabilité du fonctionnaire de l'administration. Et donc, pour justement pour aller dans l'établissement de cette responsabilité, il faut que l'acte soit écrit. Et on donne souvent l'exemple que si le subordonné reçoit un ordre qu'il juge que ce n'est pas dans ses compétences, qu'il n'a pas à le faire, entreprendre cet acte ou cette décision administrative, et que son supérieur hiérarchique, il insiste, il lui dit « tu le fais », ben, il suffit que le subordonné demande à son chef de lui notifier ça. S'il vous plaît, vous me mettez ça sur un papier et je fais ce que vous voulez. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le chef hiérarchique il va dire? Il va dire « ah, vous êtes une grosse tête, vous ne vous entendez jamais. » Pourquoi? Parce que le responsable a voulu se débarrasser d'une responsabilité et il a juste énoncé comme ça un projet d'acte. Donc non, il faut qu'il soit écrit. Et quand on l'écrit, il faudra énumérer les bases de droit, puis la situation juridique ancienne, les éléments sur lesquels il édicte la nouvelle situation. Autrement dit, dans chaque acte, dans la forme de chaque acte, on écrit d'abord sur quoi on se base. Si vous avez réussi un concours, vous allez avoir on va vous notifier votre réussite. On va dire que, vu l'arrêté, vu la loi qui organise les concours, tel concours ou tel concours, vu les règlements, les décrets qui organisent les concours et qui ont énoncé la date de passation du concours et les éléments constitutifs de ce concours et les arrêtés de tel ou tel ou tel qui décide de son concours et de ce résultat final. Sur toute cette base-là, il faut énumérer toute la base juridique qui justifie, donne la légitimité à la décision. Donc, dans chaque forme, il faut se référer aux éléments juridiques constitutifs qui donnent la légitimité à la décision prise ou à la situation établie. On n'est pas arrivé à cette situation d'un no man's land. Non, on est arrivé sur une démarche justifiée par les règles de droit. Il faut énumérer ces règles de droit. Et donc, il faut faire référence à ces textes avant d'établir la situation et à partir des résultats donnés. Donc, la situation, il faut faire référence aux textes sur lesquels il se fonde, la situation ou les situations de droit qui étaient auparavant. C'est-à-dire que vous étiez, par exemple, à l'échelle 11, vous passez aux échelles, ben, il faut situer l'échelle 11, il faut expliquer comment vous avez réussi et dire que vous êtes hors cadre. Et les étapes juridiques franchies, il faut tout énumérer, le concours, les modalités du concours, l'annonce des résultats, tout ça doit être précisé dans l'arrêté ou la décision. Avant de préciser. Donc tout ça, c'est dans la forme, et on se réfère quand on regarde un texte, une décision administrative, il y a toujours les justificatifs juridiques en premier, et après seulement on arrête la décision, c'est-à-dire on fixe, on dit voilà ce qui en découle comme résultat. Et à ce moment-là seulement, l'acte est définitif. Il peut rentrer dans l'exécution. Autre aspect de la forme, l'auteur de l'acte, celui qui a écrit cet acte, celui qui a élaboré cette décision, il doit le parapher de son nom, sa qualité en tant que quoi. Le nom et la qualité, c'est-à-dire en tant que quoi il a signé. Et il va signer cette décision. Donc pour justifier, pour montrer que c'est lui le responsable, donc c'est à lui aussi d'en assumer les conséquences au cas où il y a un problème. Donc on identifie la personne qui a décidé pour savoir qui est responsable au cas de problème. Et il peut évidemment se soustraire à cette formalité
en déléguant sa signature, comme on l'avait vu dans la compétence, la délégation de signature. Il peut donner à quelqu'un d'autre à signer à sa place, mais quand on sache, à un moment où on sait qui a signé, ou on sait qui lui a donné la délégation, donc qui est responsable. Donc là, il ne peut pas signer ou déléguer à n'importe qui, il faut à quelqu'un qui a le droit, qui est habilité, dûment habilité à recevoir cette délégation. Et donc ils sont toujours une personne ou deux personnes, les collaborateurs proches. Et donc automatiquement, si M. X, qui a délégation de signature, il a signé, on sait que M. A et personne d'autre qui lui a donné cette délégation, et donc c'est lui qui est le responsable réel, effectif de la décision, parce qu'il n'a pas délégué, comme on l'avait auparavant, le pouvoir de décision. Il a juste délégué l'autorité de signer à sa place, parce qu'il n'avait pas le temps, ou parce qu'il était ailleurs, ou il pouvait être ailleurs. Donc l'acte en question doit être contresigné par le collaborateur chargé de l'exécution de l'acte. Ça rentre aussi au sein même du gouvernement, c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie administrative. Le gouvernement, quand le chef du gouvernement prend une décision, il signe ce décret. Il agit avec des décrets, il signe le décret, et qui signe avec lui? Ben, le ministre chargé de l'exécution. Autrement dit, il donne son accord, il nous explique qu'il est en accord avec la décision du chef du gouvernement, et donc il prend en charge l'exécution de cet acte, de cette décision. Et ceci peut se refléter aussi au fur et à mesure dans la hiérarchie administrative. Un chef, un responsable qui signe et fait signer le collaborateur qui va assumer après l'exécution. Donc l'article 63 régule, on nous parle de cette délégation, ou plutôt de cette collaboration dans l'exécution des décisions administratives. Il vient le dernier élément qui constitue la forme d'une décision administrative, c'est le visa. Le visa, c'est le sceau qui atteste de la validité des références juridiques de l'acte et la corroboration des faits. Parce que celui qui vise, c'est pas le consulat des pays européens, parce qu'on n'est pas en train de parler de visa Schengen ou autre, on est en train de parler de visa du ministère des Finances. Le ministère des Finances, avec le secrétariat général, il vérifie en détail les éléments de toute décision administrative. La moindre faute, la moindre erreur, même si sur le nom de la personne ou sur le nom de l'adresse ou sur le jour de la naissance, et tout le dossier est renvoyé au décideur pour qu'il reformule son projet d'acte, son projet de décision administrative. Il vérifie tout. Mais le plus important qu'on vérifie en premier, c'est justement les éléments de droit qui donnent l'habilité d'agir. C'est les éléments de droit sur lesquels s'est fondée la personne qui a décidé. Elle n'a pas décidé d'elle-même, mais selon des textes précis qui lui donnent l'autorité d'agir sur ce point-là. Et donc, comme on l'avait dit au début, si dans la forme, on va d'abord énoncer les éléments qui permettent, qui justifient cette décision, eh bien, la première chose que le viseur doit contrôler, c'est justement ces éléments. Est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'ils justifient vraiment la compétence de l'individu ou du fonctionnaire qui a décidé? Et après seulement, ils visent, c'est-à-dire qu'ils mettent leur cachet sur la décision, comme quoi elle est légale et donc elle bénéficie de l'autorité administrative qui lui est allouée. Ça veut dire aussi que quand elle engage les finances de l'État, que ça y est, les finances de l'État, les dépenses nécessaires à cette décision, attachées à cette décision, ils peuvent être libérés. On peut lui donner l'argent nécessaire
pour la réalisation et la mise en œuvre de cette décision. Donc il faut aussi, on appelle ça le CED, le contrôleur des dépenses, des engagements des dépenses. C'est le ministre des Finances qui est sur ça. Et c'est lui qui contrôle à chaque fois. Le secrétaire général, il contrôle aussi donc, la légalité. Le CED confirme ce contrôle et c'est toujours la même chose. Seulement, il y avait au départ, c'est-à-dire il y a quelques années, il y avait le monopole, c'est-à-dire que toutes les administrations, dans toutes les décisions qu'elles prennent, qui engagent les dépenses publiques, passent par le ministère des Finances. Et ça engrangé, ça bloqué le système, bloqué le ministère. Il y avait trop de travail au sein du ministère des Finances, sachant qu'il en a d'autres comme activité. Et de ce fait, le ministère, c'est-à-dire après, avec les réformes administratives actuelles, récentes, on a mis des bureaux de représentants, c'est-à-dire que le ministère des Finances, il a mis des représentants à lui, des agents à lui, des fonctionnaires à lui, des inspecteurs de finances dans chaque ministère. Et de ce fait, c'est au sein c'est-à-dire dans un étage à droite ou à gauche du décideur, il y a le CED, le contrôleur des engagements de dépenses. Et c'est à ce moment-là qu'on a facilité et développé la célérité dans les prises de décision. On ne va pas chercher au sein du ministère des Finances, on ne va pas aller dans l'encombrement où il y a tous les ministères qui arrivent avec leurs projets de décision. Non. Dans chaque ministère, il y a le représentant du ministère des Finances qui va vérifier la décision, tous les alliés de droit qui contournent la décision et après, il donne son accord. Et ce visa, donc, il est différent de celui du contrôle de tutelle. Le CED, comme on a dit, il contrôle juste la forme et la procédure et on a besoin, c'est-à-dire sans le visa, tant que le texte n'est pas visé, on ne peut pas dire qu'il est définitif. Je ne peux pas dire que je suis nommé ou je suis promu ou ceci ou cela tant que la décision n'est pas visée. Parce que, comme on l'a expliqué, tout va être vérifié dans la décision avant qu'elle soit visée. Mais une fois qu'elle est visée, ça y est, la décision est acquise. Dans le contrôle, c'est-à-dire on utilise ce terme de visa aussi dans le contrôle, comme on en a parlé, de le contrôle administratif. C'est-à-dire quand le wali ou le gouverneur contrôle les instances décentralisées, les conseils régionaux, les conseils de province et les conseils urbains, quelquefois il a l'autorité, il doit dire qu'il est d'accord ou pas d'accord sur les décisions prises. Et là aussi, ça engage les dépenses de la commune ou de la région ou de la province, les dépenses publiques. Et de ce fait, il y a, c'est-à-dire des règles que tout conseil doit respecter, tout président de conseil doit respecter dans les engagements, dans l'utilisation de l'argent public. Et le contrôleur qui est le wali ou le gouverneur, donc ce n'est plus le ministère des Finances, c'est le contrôleur administratif qui s'occupe ici du visa. Et le visa là, pour ne pas bloquer le système, on n'a pas besoin forcément du visa explicite d'une façon, c'est-à-dire claire et nette. Il faut le tampon, l'accord du wali ou du gouverneur, non, ou du pacha. Non. Il suffit dans un délai d'un mois que le wali ou le gouverneur ou le pacha n'exprime pas de refus, n'exprime pas son désaccord avec la décision pour que la décision passe. Donc c'est une acceptation implicite. Il ne répond pas, il ne dit pas « je ne suis pas d'accord », ça veut dire qu'il est d'accord. Donc on attend un mois, il n'a pas donné de nouvelles, ça y est, on passe à l'exécution. Dans le CED, non. Dans le contrôleur des engagements de dépenses, non. Il faut qu'il y ait le visa. C'est lui qui clôture les éléments constitutifs de la forme d'une décision administrative. Sans quoi, ça reste un projet.
C'est ce qu'on a expliqué sur le visa du CID obligatoire chaque fois que l'acte concerné engage les finances publiques, alors que le visa cité après, celui du gouverneur et du wali, dont la décentralisation et le contrôle administratif, est considéré acquis si son refus n'est pas clairement exprimé. Donc c'est une acceptation implicite qui découle du silence du contrôleur. Après viennent les règles de procédure. Si la forme se rapporte donc au contenant de ce qui est écrit dans l'acte administratif, autant que contenu. Donc la forme, c'est qu'il est écrit et comment il est écrit, tout ce qu'il y a, les éléments, comme on l'a expliqué. Ça, c'est la forme, dans son contenant et son contenu. Ce qui est écrit et comment il est écrit. Les règles de procédure, elles concernent le cheminement. Le cheminement obligatoire de l'acte en question, les étapes qu'il doit nécessairement franchir avant d'aller plus loin vers l'exécution. Donc là, la première, c'est l'écriture, la forme, l'écriture, le contenu, l'écrit et ce qu'il y a dans l'écrit, ce qu'il énumère, ce qu'il doit énumérer pour qu'il soit valide, pour qu'il soit légal. La procédure, elle, non. Al-Mistara, c'est ce qu'il faut, le cheminement que va suivre la décision administrative. Parce qu'il faut demander souvent, informer, pardon, et soit demander l'avis des personnes, d'autres personnes plus qualifiées, soit les informer avant de passer de faire l'exécution, de passer à l'exécution, et de ce fait, c'est nécessaire souvent de le faire. On ne peut pas s'en passer. On donne souvent l'exemple, par exemple, une décision administrative, une décision de la présidence d'une université. Si elle concerne la faculté du droit, elle ne peut pas rester, être prise à la présidence et s'imposer à la faculté sans qu'on demande l'avis de la faculté. Non. Donc on va prendre la décision et on va la prendre sur des éléments qu'on a discutés avec la faculté du droit. Et quand on formule, on écrit la décision, donc ce n'est qu'un projet, on va la présenter à la faculté, qui, elle, va la présenter au conseil de la faculté, c'est-à-dire le représentant de tous les acteurs travaillant sur la faculté. Et une fois que ces gens-là donnent leur avis, ça revient vers la présidence. Et là, c'est le conseil de l'université qui va en discuter et la valider ou porter des changements. Et tant qu'on n'est pas tous d'accord, la décision, le projet de décision, il va faire la navette entre l'instance concernée, l'instance qui décide, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la solution finale que tout le monde accepte. Et à ce moment seulement, on valide. Donc c'est ça le cheminement. Une décision, c'est pareil au niveau du conseil régional qui concerne plusieurs villes, elle ne peut pas être mise en œuvre sans qu'elle suive un cheminement de toutes les villes ou les provinces ou les communes concernées, qu'elles donnent leur avis. Elles sont d'accord ou pas d'accord, ou est-ce qu'ils ont des avis, il faut changer sur tel côté, il faut changer tel élément, on voudrait ajouter tel élément. Et ainsi, le projet va faire la navette entre toutes les instances concernées avant d'être formulé définitivement et présenté à la validation pour être validé. Donc la question sont les étapes qu'il doit nécessairement être franchies par le projet avant d'aller vers l'exécution. C'est ça la procédure. Elle se rapporte à ce qu'on appelle donc la consultation, qui révèle souvent un pouvoir hiérarchique ou un pouvoir de tutelle. Et sans l'importance de l'objet de décision, cette consultation peut être facultative, obligatoire ou assortie de l'avis conforme. Facultative, c'est quand le décideur il a le choix, informer ou ne pas informer toutes les instances concernées. On donne l'exemple, par exemple. L'exemple le plus simple, c'est la radio.
société, l'agence, qui s'occupe de la distribution de l'eau potable sur la ville. Elle a besoin de faire des travaux sur telle partie de la ville. Est-ce qu'elle a, si sa consultation est facultative, elle peut dire, c'est-à-dire aux autres instances qui sont concernées, la municipalité, la société de distribution de l'électricité, et d'autres éléments, les travaux publics pour lui préparer les routes, pour dégager les routes, pour mettre des signaux, établir les cycles, pour changer la circulation. Tout ça, si ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire si son travail, si son intervention ne va pas chambouler l'ordre sur le lieu de travail et les environs, elle peut s'en passer. Elle peut venir, mettre quelques barrières, faire son travail et partir. Les ouvriers partiront. Donc, elle n'a pas l'obligation d'informer. Si elle doit creuser pour dégager des tuyaux cassés ou des tuyaux qu'elle doit changer, à ce moment-là, est-ce qu'elle a l'obligation d'informer? Sûrement, elle aura l'obligation d'informer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'eau qui passe au sous-sol, il y a aussi les installations électriques. Et pour qu'elle sache, c'est-à-dire les ouvriers avant de creuser, savoir où est-ce qu'elle passe, avant d'aller chercher les tuyauteries de l'eau, il faut voir où est-ce que passent les fils électriques qui sont importants. Ils sont assez importants puisqu'ils distribuent sur des quartiers entiers l'électricité, donc c'est de la haute tension. Et donc là, elle doit informer obligatoirement, sûrement, de son projet pour qu'elle ait des points de vue de toutes les personnes, les instances, les entreprises concernées. Par exemple, la société d'électricité va dire attention, vous ne pouvez pas faire à ce mois-ci, cette date-là, parce que moi, je dois faire tel et tel, pratiquement sur les mêmes lieux, et donc, vous allez attendre que j'ai fini et que je vous dégage l'espace et que je vous informe comment vous pouvez faire sans endommager les fils électriques. Ça, c'est pareil. Donc, ça peut être, comme je vais donner un exemple simple, mais ça peut être entre un ministère et ses établissements publics, ça peut être au sein d'un établissement public comme l'université, la présidence qui doit informer les facultés, les écoles de ce qu'elles décident pour qu'elles prennent en considération ces décisions dans leur propre projet. Si je ne peux pas travailler et faire des projets au niveau de la faculté ici, ou de l'école de commerce plus loin, si je ne sais pas comment vont être les projets de la présidence et de l'université. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction, il ne faut pas qu'il y ait que l'un empêche l'autre, ou qu'il y ait un chevauchement, qu'on fasse la même chose. Donc il faut obligatoirement informer, et de ce fait, les autres partenaires, ils peuvent dire on est d'accord ou pas d'accord, et si on n'est pas d'accord, voilà qu'est-ce qu'on propose comme solution. C'est-à-dire que j'ai le même projet, donc on va mettre nos moyens ensemble pour développer le projet, ou est-ce que c'est contradictoire par rapport à ce que je fais, et dans ce cas, l'un d'eux doit se retirer ou changer sa façon d'agir. Tout ça, quand il y a obligation, il faut informer pour que les autres partenaires prennent en considération. C'est ça l'important. La première, vous informez et vous n'êtes pas facultatif. Si vous informez, vous pouvez informer, vous n'êtes pas obligé de le faire. La deuxième, vous êtes obligé d'informer tous les intervenants autour de cette décision qui peuvent être touchés par cette décision. Il vient ensuite la consultation assortie de l'avis conforme. Là, c'est une sorte d'expertise. Je dois prendre une décision qui concerne, par exemple, l'agriculture, ou la pêche, ou la distribution des eaux, mais dans la ville ou ailleurs, je ne peux pas le faire si je n'ai pas la compétence nécessaire. Si je prends, par exemple, on revient à l'exemple
de la pêche ou de l'agriculture, il y a des offices spécialisés. Le ministère de l'Agriculture, ou les départements, les services qui s'occupent de la pêche en mer, ils ont des offices spécialisés. Autrement dit, dans ces offices, ce sont des établissements publics, quelquefois mixtes, mais ils ont l'expertise des gens, des ingénieurs, des architectes, des agronomes, des gens dont la vie compte. Ils connaissent mieux les problèmes que le simple fonctionnaire. Un fonctionnaire, il est habitué à l'administration, au travail administratif. Il ne se connaît pas forcément dans les détails de tel produit, telle chose, telle discipline ou tel domaine. Et là, c'est la loi qui oblige tel ministère ou tel organisme à demander l'avis conforme, c'est-à-dire que je propose mon projet à une expertise, à un office, une instance étatique ou privée, comme dans les médias, qui va me donner l'avis. Je dois attendre l'avis conforme. C'est-à-dire que cette instance, une fois que je la consulte, que je lui demande, c'est une stishara, quand je lui demande son avis, je dois attendre qu'elle me dise oui, elle est d'accord. Sinon, qu'elle me dise il y a quelque chose à changer ou il y a des choses à changer dans mon projet. Et elle va me dire pourquoi. Telle chose, c'est pas adapté, il ne faut pas dans l'agriculture ou dans la pêche ou dans l'enseignement ou dans tel domaine ou tel domaine. Nos experts, nos ingénieurs, nos architectes, nos experts nous disent qu'il faut ceci et cela et cela. Donc ces éléments-là qu'elle va introduire, qu'elle va me proposer d'introduire dans la décision, je dois les prendre en considération. Et je dois reformuler ma décision. Pourquoi? Parce que la consultation est assortie de l'avis conforme. Autrement dit, je ne peux agir, je ne peux mettre en exécution mon acte, ma décision, qu'une fois que l'instance consultée me dise c'est bon, la décision est comme elle se doit. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez me mettre en exécution et donc elle va me donner l'avis conforme. La différence entre l'avis conforme et l'obligation ou la consultation obligatoire et facultative, c'est dans la responsabilité. Quand la consultation est facultative, je suis seul responsable de mes décisions. Personne n'est responsable avec moi. Dans la décision, dans la consultation obligatoire, les gens que j'informe, les instances que j'informe, ils assument leur part de responsabilité au cas de problème. Je ne peux pas, par exemple, j'ai donné l'exemple de la distribution d'eau. S'il y a un problème annexe qui se pose, c'est-à-dire un problème tiers qui arrive, qui touche à l'électricité, l'office de l'électricité, la société qui s'occupe de l'électricité, ne va pas crier au scandale. « vous ne m'avez pas dit... » Non, vous étiez au courant. Comme je vous ai informé, vous auriez dû arrêter, halte. Je dois prendre quelques mesures avant que vous puissiez mettre en exécution votre projet, votre décision. Et si vous ne l'avez pas fait, donc vous assumez votre part de responsabilité. Vous aurez dit, j'avais l'obligation de vous informer, je vous ai informé, je vous ai consulté et vous n'avez pas donné de suite. Donc pour moi, c'était un accord tacite. Vous étiez d'accord pour que je fasse ce que je devais faire. La sortie, l'avis conforme, c'est-à-dire on n'est plus dans la responsabilité partagée comme dans la consultation obligatoire, on est dans une responsabilité de l'instance consultée. C'est l'office, par exemple, qui a l'expertise et qui m'a donné son avis favorable, parce que je ne peux pas agir sans l'avis favorable de cet expert, de l'expert, l'instance experte. Et une fois qu'il me donne son avis,
eh bien, c'est à lui d'assumer la responsabilité, ce n'est pas à moi. Moi, je suis un simple fonctionnaire de l'administration. Je remplis la paperasse, je mêle des projets, c'est vrai, mais question technique, question d'importance, je demande à des experts, à des instances expertes en la matière, désignées par le droit. Et quand je leur demande leur avis, et ils me disent, voilà, vous faites ça et ça, là, vous rajoutez ceci, vous enlevez cela, et vous pouvez décider, je prends ça, je prends ce qu'ils me disent d'ajouter, j'enlève ce qu'ils me disent d'enlever, et je leur propose le projet une deuxième fois, on me dit, ça y est, il est bon, vous y allez. Ben, je ne suis pas responsable, désolé. C'est l'instance consultée qui assume la responsabilité au cas où il y a problème. C'est ça la différence. C'est l'instance consultée qui assume la responsabilité de l'acte entrepris s'il a des dégâts autour ou après ou pendant l'exécution. C'est tout l'enjeu. Donc on voit qu'il est facultatif, la consultation, lorsque la loi ou les règlements en vigueur proposent à un décideur potentiel de consulter chaque fois qu'il a un doute et à titre d'information seulement, des instances plus qualifiées techniquement dans le domaine dans lequel il va décider. Quelquefois, par contre, la consultation est obligatoire. Le décideur doit informer une personne ou une instance de ce qu'il compte décider. Il informe pour que l'on sache ce qu'il décide et pour qu'on prenne sa décision en considération à l'avenir. Et même pendant l'exécution, et même avant l'exécution, s'il doit y avoir un problème, il faut en parler tout de suite, pas attendre après. La consultation assortie de l'avis conforme, enfin, impose au consultant de se conformer à l'avis de consulté. C'est-à-dire celui qui consulte doit après prendre en considération obligatoirement ce que lui dit l'instance consultée. C'est-à-dire le décideur se doit obligatoirement de prendre en considération les remarques faites par la personne ou l'instance consultée. Dans ce cas précis, il est important de savoir que l'instance concernée devient le décideur effectif et par conséquent le responsable potentiel de dégâts possibles ou de conséquences de l'acte. Évidemment, pour échapper aux contraintes de la forme et la procédure, synonyme de garantie pour les individus, l'administration quelquefois tente d'utiliser des mesures, comme on a eu l'occasion de l'expliquer, de gestion ordinaire, c'est-à-dire les notes de service et les circulaires, pour réaliser des objectifs que seuls des actes administratifs pourraient le faire. Des mesures de redéploiement, par exemple, du personnel, ou quelques personnes peuvent cacher des sanctions. Il revient alors au juge d'interpréter les faits. Ça veut dire quoi l'exemple? Ça veut dire que dans la fonction publique, par exemple, si je dois sanctionner un fonctionnaire, un chef hiérarchique doit sanctionner un fonctionnaire, il doit passer forcément par une discussion avec les syndicats des fonctionnaires et, le plus important, avec le conseil de discipline, c'est-à-dire que l'individu va être jugé par ses pairs. Et donc, si moi, le responsable, je juge, moi, je pense, je dis que je ne vais pas avoir les éléments nécessaires pour convaincre les autres personnes que je dois prendre telle sanction, ben je peux camoufler. Parce que passer par le conseil de discipline, ça rentre dans la procédure. C'est une procédure à suivre avant de décider de sanctionner quelqu'un. Je vais consulter, voire demander leur avis. Et si je juge que je ne peux pas avoir un avis favorable, je peux essayer de contourner cette instance. Ben, le juge, si dans la décision, il ne trouve pas l'avis des instances que j'aurais dû consulter, il va dire tout simplement,
Avant de voir le fond, c'est-à-dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est fondé ou pas ma décision, il va me dire d'abord, il faut revoir la procédure. Il y a vice de procédure. Vous deviez consulter le conseil de discipline. Vous ne l'avez pas fait, vous avez pris une décision tout seul. Je ne regarde pas la décision. Déjà, il manque le vice de forme. Au revoir. La copie est à revoir. L'entrée en vigueur des actes, c'est-à-dire une fois la forme et la procédure, il restera alors l'entrée en vigueur des actes. En principe, les actes de l'administration, tous les actes administratifs doivent être portés à la connaissance du public avant qu'ils ne lui soient imposables. C'est comme la loi. Les actes administratifs, les règlements, les décisions ne peuvent être imposés aux individus que s'ils sont publiés auparavant, qu'ils soient portés par tous les moyens possibles à la connaissance du public. L'administration ne peut pas prendre des décisions et garder ça en secret jusqu'à ce qu'elles sortent devant le public, chez un individu ou un groupe d'individus. Ah, vous n'avez pas respecté ceci ou vous devez faire ceci. Non. Il faut que ça soit publié ou notifié aux individus pour que les gens puissent le prendre en considération. Et donc, il faut à tout prix, dans l'entrée en vigueur, c'est-à-dire les actes ne rentrent en vigueur une fois qu'ils ont respecté la forme et la procédure, de la part d'une personne compétente, elles ne donnent leur fruit dans la réalité que c'est ce qu'on appelle l'entrée en vigueur. Elles n'entrent en vigueur qu'ils sont portés à la connaissance des personnes concernées. La loi, bien sûr, n'est pas concernée par le droit administratif, mais c'est pareil, c'est le droit constitutionnel, mais elle ne donne ses fruits qu'après sa publication. Il faut d'abord la publier, que les gens le savent et connaissent le contenu de la loi. Après, on peut mettre cette loi en exécution, l'imposer aux individus. C'est pareil pour les règlements. Ils sont inférieurs à la loi, ils concernent le droit administratif, et donc les décrets et les décisions administratives et les arrêtés ne peuvent imposer ou s'imposer aux individus s'ils sont publiés auparavant, qui sont portés à la connaissance par tous les moyens possibles aux individus. On ne peut pas reprocher à quelqu'un quelque chose dont il ignorait l'existence même. Attention, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est censé ignorer les règlements. L'important, ce n'est pas que je sois personnellement au courant de tout ce qui se décide au niveau du droit administratif et de la réglementation administrative. L'important, c'est que ça soit affiché, que ça soit publié quelque part. Et à ce moment-là, je suis censé le savoir parce qu'il y a des domaines qui m'intéressent, donc automatiquement, je vais chercher à savoir tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Ici, que ça ne me regarde pas, ce qui ne m'intéresse pas, je ne vais pas me chercher à savoir. Et donc, du moment que c'est affiché quelque part, c'est publié quelque part, je suis supposé le savoir. C'est juste une supposition. Ce n'est pas effectif. On verra, il y a une autre procédure qui permet de rendre l'information effective. La publication, donc, des règlements, quels qu'ils soient, dans le bulletin officiel comme les lois, et par tous les moyens jugés nécessaires, s'impose pour les actes réglementaires, ne serait-ce que parce que c'est le seul moyen d'informer tous et chacun. Il y a le bulletin officiel qui sort tous les mois, et il y a toutes les décisions administratives. Tous les règlements qui sortent, tous les décrets, ils y sont écrits. Et donc, quelqu'un qui, dans son domaine d'action, il doit faire attention à ce qui se décide, et bien il n'a qu'à aller voir le bulletin officiel et il regarde s'il y a quelque chose qui le concerne, qui concerne son domaine d'action ou pas, pour s'informer. Donc il y a la publication, elle est générale, elle porte sur tout le monde.
plutôt sur c'est-à-dire l'information, elle est diffusée pour tout le monde. N'importe qui peut aller chercher dans le bulletin officiel. En plus de la presse, parce que la presse elle va en parler, parce que c'est sorti dans le bulletin officiel, les médias ils vont en parler parce que c'est sorti dans le bulletin officiel, et donc toute personne intéressée va chercher l'information, essayer de comprendre, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on décide et qu'est-ce qu'on projette de décider. La notification, donc ce sont deux éléments. La publication qui est générale et la notification qui est, elle, spécifique. La notification, en conséquence, est réservée aux actes dits non réglementaires au personnel. On avait vu dans les actes la diversité des actes, qu'il y avait des actes réglementaires et des actes non réglementaires au personnel. Les actes réglementaires, on avait dit qu'ils sont comme la loi. Ce n'est pas la loi, ils sont comme la loi générale. Et à ce moment-là, donc, comme je l'ai expliqué, ils sont publiés pour tout le monde, pour le public. La notification, c'est les actes non réglementaires, donc personnels, et à ce moment-là, il faut les notifier à chaque personne ou au groupe de personnes concernées. Autrement dit, tant que je n'ai pas reçu la lettre qui me notifie telle décision, tel arrêté, je ne suis pas concerné. Et une fois que je suis notifié, à ce moment-là, la décision peut prendre effet parce que je suis au courant. Donc c'est toute l'importance. La publication, elle est générale pour les actes réglementaires qui s'apparentent, ressemblent à la loi, mais ils ne sont pas comme la loi. Ils ressemblent parce qu'ils sont généraux. Par la généralité, c'est tout. La notification, non. Elle doit être notifiée à chaque personne par un courrier, et quelquefois par le biais de la signature. Vous donnez la lettre, vous signez sur un papier comme quoi vous avez reçu et vous donnez ça au facteur qui le ramène ou le représentant de l'administration qui le met dans le dossier. Vous avez été notifié, donc vous êtes au courant de la décision prise à votre encontre. Et la démarche devient aussi nécessaire que scrupuleuse quand l'acte sujet de la notification est créateur d'obligations. Autrement dit, si vous devez payer de l'argent, si l'État vous réclame de l'argent, si l'administration vous réclame de l'argent, elle ne peut pas dire, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire un jour aller à l'administration, vous dire, ah tiens, vous nous deviez l'année dernière tant, et cette année c'est devenu tant, et cette année... Mais je n'étais pas notifié, moi je n'étais pas au courant parce que je pouvais contester. Vous vous trompez. Ben non. Vous n'avez pas été notifié, vous n'étiez pas au courant, vous n'êtes pas responsable, vous ne payez pas. Il faut que l'administration vous informe dans les délais. Et ces délais, ils ont des conséquences juridiques comme on va le voir. Ce n'est pas juste. Déjà, l'acte publié, il ne prend effet. C'est pour ça qu'on parlait de l'exécution. Déjà, il ne peut être mis en exécution que s'il est publié. Et l'acte notifié, c'est pareil. Il ne donne ses fruits que s'il est publié, s'il est notifié. Et donc, la première conséquence juridique, c'est que dans la publication, ça concerne tout le monde. Et donc, tout le monde peut s'en plaindre. Dès que c'est sorti, dès que c'est publié, toute personne peut le contester devant la justice et dire que cette décision me touche comme tout le monde, mais moi je conteste sa validité, je le conteste sa légitimité. La notification, non. On doit savoir que certaines personnes ont été notifiées à titre personnel sur telle chose ou telle chose, mais on n'a pas le droit d'aller se plaindre, de dire pourquoi ils sont notifiés de telle chose ou telle chose. On leur demande telle chose. Ça ne nous regarde pas. C'est personnel et c'est pour ça qu'on parlait de règlement ou d'actes personnels non réglementaires. Ça concerne. Seules les personnes concernées, notifiées, peuvent s'en plaindre devant le juge. Donc, parmi les conséquences de la notification aussi, les délais de recours, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas notifié, je ne peux pas me plaindre d'une décision. Parce que la décision n'est qu'un projet de décision. Elle ne deviendra définitive qu'une fois qu'elle est notifiée. Et à ce moment-là seulement, j'ai le droit
de m'en plaindre du contenu, de me plaindre du contenu de la notification. C'est à ce moment-là seulement, et j'ai un délai de 2 mois par exemple. L'administration a pris une décision à mon encontre, je la conteste, et bien j'ai un délai de 2 mois pour demander un recours gracieux. Ça veut dire quoi? Je vais demander à responsable, la personne qui a pris cette décision, ou son chef hiérarchique, lui dire, vous vous trompez, ou il y a erreur. Vous devez, s'il vous plaît, soit retirer cette décision, soit la changer. Et c'est dans ce délai de 2 mois, j'attends la réponse de l'administration. J'ai un autre délai de 2 mois pour aller devant la justice. Si l'administration ne me répond pas, ça sera un acte de refus implicite. Si l'administration me répond par la négative dans les 2 sens, j'attends 2 mois. J'ai un délai de 2 mois pour aller en justice et dire, voilà, l'administration a pris telle décision et j'ai demandé, j'ai fait un recours, j'ai écrit à l'administration pour changer sa décision en expliquant le pourquoi. Et l'administration, soit elle est restée silencieuse, soit elle m'a dit qu'elle insiste et qu'elle avait raison. À ce moment-là seulement, le juge, il peut intervenir pour étudier la situation. Donc, vous voyez l'élément clé dans la notification, c'est ça, ce sont les délais de recours. L'administration doit répondre, sinon c'est le juge qui lui impose de notifier, non seulement de notifier, mais de motiver. Parce qu'une fois que vous contestez la décision, l'administration doit vous expliquer pourquoi, les fondements de sa décision. Et quand quelquefois l'administration ne répond pas, ça veut dire qu'elle a un doute. Et donc le juge, il va d'abord, si vous allez voir le juge, il va d'abord demander à l'administration pourquoi elle a pris cette décision, sur quelle base, ce qu'on appelait dans le début de la décision, dans la forme, les éléments qui fondent, qui légitiment cette décision. Si le juge n'est pas convaincu, il va demander à l'administration de lui sortir tous les éléments qui permettent de légitimer cette décision. Et c'est à lui à ce moment-là de juger est-ce que c'est fondé ou pas fondé. Attention, si vous n'avez pas fait le délai de recours gracieux, vous ne pouvez pas faire de recours juridictionnel. Les deux sont liés. Il faut d'abord forcément faire le recours gracieux pour pouvoir, au cas d'échec, de faire un recours juridictionnel. Vous passez au recours juridictionnel, directement, le juge ou le tribunal administratif refusera de vous rendre votre recours. Donc, c'est nécessaire. Donc, c'est tout l'enjeu de la notification. C'est tous les délais, la prescription aussi. C'est-à-dire à partir de la notification que vos droits sont comptabilisés dans le temps. Si vous avez 2 mois pour faire un recours gracieux, ça veut dire que vous ne pouvez pas attendre 2 mois et 1 jour, il faut faire votre recours gracieux. C'est trop tard. Et si vous n'avez pas pu faire le recours gracieux, vous ne pourrez pas faire le recours juridictionnel. Donc la date de la notification est importante. Donc faute de quoi, c'est le délai de prescription qui se met en place comme pour les dus fiscales. Vous devez quelque chose à l'administration. L'administration vous en informe. Vous laissez courir un petit peu. Si au bout de 4 ans, l'administration ne vous relance pas, quelquefois dans certaines administrations, 5 ans, ne vous relance pas, les dus fiscaux, c'est-à-dire ce que vous devez à l'administration tombe en désuétude. Vous ne lui devez rien. Et ça, c'est fait pour la modernisation de l'administration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on prend l'exemple du Maroc, dans les années 80 ou dans les années 70, vous pouvez un jour vous présenter à l'administration et on vous dit vous devez 20 ans d'impôts. Quoi? 20 ans d'impôts. C'est de quoi faire faillite un homme, un individu, une entreprise. Non. L'administration doit vous informer, vous notifier ce que vous devez. Elle doit réitérer à cette notification 1 fois par an au moins. Parce que passé un certain délai, vous n'êtes plus redevable. Vous n'auriez qu'à m'informer de ce que je vous devais. Moi,
J'ai complètement oublié, j'avais d'autres choses à faire et vous ne l'avez pas. Alors, je crois que c'est tombé. Donc c'est l'administration qui est responsable en cas de manquement de cette information à donner au public. Et c'est à elle, c'est-à-dire c'est le fonctionnaire concerné exactement qui est responsable parce qu'il n'a pas renouvelé les demandes de régularisation de la situation fiscale de l'individu ou de l'entreprise. Donc les droits attachés à un acte donné par contre ne tombent pas. C'est seulement les obligations qui peuvent tomber dans un délai précis de ce qu'on appelle la prescription, taqadoum. Ils sont pris en considération à partir de la date de leur création, les droits. Et le manque de notification ne les altère pas. Bien sûr, si vous gagnez des choses avec l'administration, si on ne vous informe pas, ce n'est pas grave. Parce que là, on ne vous laisse pas. Donc c'est l'administration, c'est une protection de droit administratif de l'individu dans ce qu'il doit, pas dans ce qu'il gagne. Ce qu'il gagne, ce n'est pas parce que je n'ai pas réclamé une promotion que l'administration me doit, que ça y est, je perds cette promotion. Non. Elle va être, c'est-à-dire avec un effet rétroactif. On prend la décision aujourd'hui, mais moi j'y avais droit depuis 2019, et bien elle va être comptabilisée à partir de l'année 2019. Par contre, les obligations, ben non. Il faut informer au fur et à mesure et avec précision les individus, soit par la publication, soit par la notification. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Donc les deux démarches, la publication et la notification, il faut recourir aussi les délais de retrait possibles des actes de l'administration. Ça, c'est plus important. Les délais de retrait possibles des actes, ça veut dire que l'administration, tant qu'elle n'a pas notifié ou publié sa décision, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est qu'un projet de décision, ce n'est qu'un projet d'acte, un projet de décret, un projet d'arrêté. Il n'est pas fini, il n'est pas définitif. Et donc l'enjeu de le retrait possible, c'est possible tant qu'il n'est pas notifié ou qu'il n'est pas publié, parce que ce n'est qu'un projet. L'administration, elle a un projet, elle ne notifie pas, j'ai changé d'avis ou les conditions, les circonstances ont changé, je le mets au placard. Basta. Personne n'est au courant, même si quelqu'un est au courant, ce n'est qu'un projet qui va aller, on le laisse pour plus tard ou il va à la poubelle, tout simplement. Par contre, une fois que c'est notifié ou publié, l'administration ne peut pas le retirer. Sauf dans les 2 mois de recours gracieux. Tant qu'il y a un recours gracieux, l'administration, elle peut justifier le retrait de la décision par une explication qu'elle s'est trompée ou qu'elle n'avait pas d'éléments nécessaires, qu'elle a oublié certains éléments ou qu'elle n'avait pas certains éléments que la personne qui s'est plainte lui a donné et donc elle peut retirer dans les 2 mois de recours gracieux. C'est ça l'importance du recours gracieux. L'administration peut changer d'avis sur une décision prise parce qu'avant la notification, c'est un projet. Elle peut le changer sans condition. Après la prise de décision, il faut qu'il y ait une contestation. Et à ce moment-là, l'administration profite de cette contestation pour retirer. Le retrait est possible de l'acte. C'est un acte, ce n'est plus un projet, mais elle peut le retirer parce qu'il y a contestation. Mais ce délai de recours gracieux passé, si l'acte est contesté devant la justice, l'administration ne peut plus le changer. Ça, c'est un élément de droit important. Pourquoi l'administration ne peut pas changer une décision ou la retirer une décision qui est partie chez le juge? Ben parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. L'administration, c'est le pouvoir exécutif. Le juge, c'est le pouvoir juridictionnel. C'est à lui qui va dire son mot, donc l'administration n'intervient plus. Elle attend la décision de la justice, c'est trop tard.
La décision de la justice, elle est favorable à l'individu ou à l'administration, c'est autre chose. Elle va agir en conséquence. Mais pendant que le sujet, le délit, le problème est posé devant le juge, l'administration n'a plus le droit de retirer le... Si elle doit changer quand même l'acte qui a passé le recours gracieux, qui a passé les délais, mais que pour une raison ou une autre, l'administration juge qu'il y a eu erreur ou que, pour des raisons que elle peut déterminer, elle doit changer l'acte. Ben, le retrait est impossible. Elle ne peut pas retirer l'acte. Elle peut émettre une autre décision qui annule la décision précédente. On va dire qu'il y a l'acte numéro 1, c'est un acte maintenant définitif, il est rentré en exécution. Parce qu'il a été contesté ou pas contesté, l'essentiel, il a passé les délais, il est rentré en exécution. L'administration ne veut pas dire « je vais retirer l'acte numéro 1 parce que j'ai changé d'avis ». Non. Elle doit émettre un acte qu'on appellera l'acte numéro 2, et dans cet acte numéro 2, elle va dire « j'abroge, j'annule par cet acte, qui est l'acte numéro 2, l'acte numéro 1 précédemment cité ». Donc c'est toute l'importance. Le retrait est possible, l'acte n'est pas définitif avant la publication, la notification. Après, on peut le retirer dans les 2 mois s'il y a un recours gracieux. Après, on ne peut pas le retirer si, on ne peut plus toucher s'il va chez le juge, parce que la séparation du pouvoir, c'est le pouvoir juridictionnel qui agit. C'est son domaine. Après, l'administration, parce que l'acte est définitif, elle ne peut pas le retirer. Elle ne peut retirer, comme on l'a expliqué, le projet et l'acte dans les 2 mois du recours gracieux, du délai de recours gracieux. Après, il faudra qu'elle annule la décision. Elle ne le retire pas, elle l'annule. Donc c'est la procédure qui change. Elle doit annuler la décision par une décision numéro 2, annuler la décision numéro 1, émettre, dire ce qu'elle veut faire, ce qu'elle impose, ce qu'elle décide après l'annulation de celui-là. C'est tout l'enjeu de la notification. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine, si le cœur vous en dit. Merci.